Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, et comme régulièrement dans cette émission, nous évoquerons la coopération et la solidarité internationale, particulièrement active en Lorraine. J'ai longtemps considéré qu'elle ne devait relever que des États. Historiquement, ce fut d'ailleurs le cas. Mais de plus en plus de collectivités locales et d'associations s'emparent de cette problématique, et c'est tant mieux, car ici, comme dans de nombreux domaines, les choses ne semblent bouger que parce que la société civile s'implique. Nous sommes avec l'un des vice-présidents de Multicolore, le réseau multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Alain Rougerie, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous la vocation, Alain Rougerie, du réseau Multicolore. Le réseau lorrain, qui avait été créé il y a quelques années, a pour vocation de recenser les associations, tous les acteurs de la solidarité, que ce soit des institutions, des collectivités, et puis d'animer leur travail, ce qui a été fait. Combien d'associations au sein du réseau Multicolore aujourd'hui, Alain Rougerie ? Actuellement, environ 80 associations et 6 ou 7 collectivités locales qui en sont membres, puis des institutions comme l'Agence de l'eau, le service jeunesse du rectorat. Enfin. Est-ce que ça veut dire qu'avant la constitution du réseau Multicolore, Alain Rougerie, tout le monde partait un peu comme ça, à la vas-y comme je te pousse, faire son travail à travers le monde ? Peut-être un peu, si les gens ne se connaissent pas, chacun fait au mieux. Et des associations découvraient qui se retrouvaient pratiquement à 2 villages à 10 km de différence pour faire le même travail sans se coordonner. La mode est aux parenthèses utiles, selon l'expression consacrée qui consiste à consacrer quelques mois au volontariat dans le pays de son choix, Alain Rougerie. Mission humanitaire en Afrique du Sud, soins animaliers en Inde, tout est possible pour qui rêve de voyager autrement. La preuve avec cette jeune fille de 21 ans qui a pu être professeure de français pour 60 étudiants dans une université au Mexique. Ce qui est important, si vous avez envie de venir à Guadalajara pour une mission d'enseignement, c'est juste d'être vraiment motivé, d'avoir envie d'enseigner et d'être de bonne humeur. Ça suffit pour les Mexicains. Le message stéréotypé est là, et les vidéos de ce type sont nombreuses chez Project Abroad. On sourit, on s'émerveille, histoire de donner envie à d'autres volontaires de partir. 11 000 cette année, mais attention, pour être utile à l'étranger, l'envie ne suffit pas. Il faut aussi les moyens, 2 semaines à partir de 1 500 € et jusqu'à 3 000 pour un mois sans le billet d'avion, de quoi surprendre. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'un reportage diffusé samedi 18 octobre 2014 au JT de 19h30 sur la RTBF à propos du volontourisme, Alain Rougerie. Oui, ce reportage de Belgique, il est tout à fait valable en France. Il y en a eu d'autres sur le même thème. C'est un mot valise. Et ce mot valise, ça dépend ce qu'on met dans la valise. Et il est trompeur. Nous, on le trouve trompeur parce qu'il s'appuie sur des choses formidables. La volonté des jeunes d'aller plus loin, de donner, de découvrir, de participer. Et à la fois, c'est ce qui organise ça. Ce sont des agences touristiques, soi-disant humanitaires, et qui font du profit. En même temps, Alain Rougerie, est-ce qu'il n'est pas légitime aussi que finalement la coopération décentralisée, la solidarité internationale est une dimension économique? Le bénévolat pur ne peut pas être un modèle de développement, un modèle économique. Non, mais si c'est un bénévolat qui est guidé par des associations très sérieuses, à ce moment-là, les gens participent beaucoup, y compris financièrement pour des courts séjours. Mais on est sûr que l'association elle-même n'assure pas de salaires en France qui sont absolument illégitimes pour certains, même si certaines grosses associations doivent avoir des salariés, c'est normal. Mais il y a une position claire, combien rapporte le travail des gens, combien ils apportent financièrement, à qui va cet argent.
Dans ces associations de volontourisme, c'est très flou. Quand il y a des questionnaires posés par des scientifiques qui ont essayé de faire des analyses, les réponses sont, en gros, 40% pour la communication et la gestion de Project Approach, et puis seulement 19% vont dans le pays. Et à qui ? C'est trop flou. Est-ce que ça veut dire, Alain Rougerie, que la solidarité internationale devient un business ? C'est un risque, parce que le désir vraiment des jeunes de partir, de découvrir, il est réel et grand, de changer les choses, de dire, allez, je suis jeune, je ne suis pas encore lié par un boulot fixe, par une famille, je peux partir, me donner à fond. Eh ben, c'est facile de dire, tu payes, tu pars, et pour un travail dont on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Sur place, Alain Rougerie, je le disais en présentation de cet extrait, les volontaires choisissent le pays où ils vont faire ce volontourisme. Mais sur place, comment sont-ils répartis et sur quel projet ? Alors ça, c'est le grand problème. Parce que ce projet, il est porté par cette agence, mais il n'est pas porté par une association qui assure la continuité. Exemple, c'est évoqué dans le reportage, ou dans d'autres reportages, quelqu'un qui va au Cambodge, et tous les 15 jours, le volontaire change. Et c'est très pervers, parce que cela habitue l'école, une petite somme est donnée à l'école, et tous les 15 jours, il y a un nouveau qui vient, qui refait ce qu'a fait l'autre avant. Il n'y a pas de progression et c'est presque une concurrence vis-à-vis d'un personnel local à former, et à embaucher de manière pérenne. Donc... On sent bien l'ambiguïté. Alain Rougerie, est-ce que les associations qui sont membres du réseau multicolore, ne devraient pas s'emparer, finalement, alors on va l'appeler ça un marché, le marché du volontourisme, mais après tout, pourquoi laisser à des agences qu'on a bien compris, on n'en cite aucune et on ne va jeter l'opprobre sur aucune, mais pourquoi finalement ne pas offrir à ces jeunes qui sont demandeurs, vous venez de le dire, Alain Rougerie, finalement la possibilité de partir sous forme de volontourisme, donc associer un engagement personnel et puis aussi, pourquoi pas, la découverte touristique. Finalement, pourquoi ne pas vous-même, les associations membres de Multicolore, proposer cette offre? Mais il y a des exemples. Une association qui est déjà venue d'ailleurs, qui a été invitée dans cette émission, Ramsa, avec le Maroc, envoie des jeunes. Il y a un projet de construction avec des jeunes Marocains. Il y a vraiment un projet d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité. Et on est sûr que cette association connue, il n'y a pas de détournement pas clair. Les gens connaissent les partenaires sur place. Donc, il y a plein d'associations. Nous, autrefois, le comité de jumelage, il y a des scouts qui étaient partis au Nord Mali, qui avaient aidé à construire quelque chose. Donc, on est sûr du partenaire qui est connu, sur lequel il y a des relations durables. Il n'y a pas cet aspect économique, mais il est certain qu'une association ne peut pas faire de déficit. Donc pour des courts 6 jours, c'est quand même les jeunes ou les parents qui contribuent financièrement. Donc ça veut dire, Alain Rougerie, qu'il faut se renseigner, qu'il faut informer, qu'il faut, encore une fois, se renseigner sur la vocation de ces pseudo-agences. Absolument. Et là-dessus, il y a des sites vraiment sérieux, il suffit de taper servicecivique.gouv et à ce moment-là, on a des informations qui, elles, sont sûres parce que c'est l'État qui contrôle. Et ça, c'est très important. Les dérives, on en a connu avec l'histoire des orphelins au Niger, des pseudo-orphelins. En attendant, il n'en demeure pas moins, à la Rougerie, que les jeunes, notamment, pour ces jeunes-là, le volontariat international peut être une belle expérience. Écoutez ce qu'en dit Caroline Salah, administratrice de l'association Co-Travaux Île-de-France. Outre le fait de consacrer une partie de son temps à travailler pour élaborer quelque chose d'utile, à côté de ça, il y a aussi toute une période où on vit ensemble. Donc vivre ensemble, c'est quoi ? C'est découvrir la culture de l'autre. Et quand on est sur place comme ça, c'est l'occasion de partager et d'échanger sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est l'aspect un petit peu interculturel qu'on va avoir sur les chantiers de bénévoles, avec des moments de vie collective où voilà quoi, faut vivre ensemble pendant 15 jours et participer, échanger sur nos différences et nos points communs. Voilà. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était un extrait d'une vidéo réalisée par Louise Dechamps en 2011 pour le Centre d'information et de documentation jeunesse, le CIDJ.
Les chantiers internationaux font partie de ce que l'on appelle les dispositifs de mobilité internationale pour les jeunes. Et cela fonctionne également dans le cadre de la solidarité internationale, Alain Rougerie. Absolument. Il y a des chantiers de jeunesse localisés, enfin en France, qui peuvent être très variés. Ça va de l'archéologie à aider des personnes âgées, mais c'est toujours simple pour un tout jeune qui essaye de faire quelque chose. Et sinon, ça s'adresse, ces chantiers, à des jeunes, plus ou moins jeunes. On disait que pour Tintin, c'était de 7 à 77. Pour la volontariat, dans un cadre associatif à l'étranger, ça peut aller en France à partir de 15 ans, à l'étranger plutôt 18 pour des questions de responsabilité juridique, jusqu'à, pour des retraités en bonne santé, on peut partir à 75 ans et être tout à fait apte à aider. Alain Rougerie, est-ce que les candidats pour ce type de chantier sont préalablement membres d'associations telles que celles que fédère le réseau multicolore, ou est-ce que ce sont des jeunes qui partent pour une durée finalement limitée et puis après que vous ne voyez plus? Difficile de répondre à cette question, mais c'est vrai qu'au démarrage, des jeunes peuvent dire « Tiens, j'ai envie de partir. J'ai appris que dans ma ville, il y a une association qui organise telle chose. » C'est après la bouche à oreille qui fonctionne. Et on espère que cette pratique, elle gagne les jeunes à cette conscience de solidarité internationale. On est tous dans le même bateau, je le dirais 10 fois en 7 heures, parce que c'est vraiment ce sentiment-là qui grandit. Et précisément, est-ce que les jeunes est-ce que leur motivation, est-ce que la motivation de ces jeunes-là, Alain Rougerie, c'est précisément le sentiment de solidarité internationale, ou est-ce que c'est aussi un peu finalement un goût de l'aventure? Non, faut pas demander à un jeune d'avoir des sentiments qu'il aura 30 ans plus tard. Heureusement, il est jeune, il a envie de découvrir, d'échanger, de connaître d'autres jeunes. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Et à partir de là, c'est l'expérience qui doit l'amener à se dire « Ah bah oui, tiens, c'est important et j'ai apporté quelque chose d'utile. » Est-ce qu'il faut des qualifications spéciales pour pouvoir partir comme ça en chantier international, Alain Rougerie? Ça dépend évidemment de la mission. Dans l'extrait, quand quelqu'un dit j'étais au Mexique, ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté, le sourire, et finalement, ça suffit aux Mexicains. Non. Oui, il faut de la volonté. Oui, il faut le sourire. Il faut ouvrir son cœur. Ça, c'est vrai. Mais si on fait une mission qui concerne des questions de santé, faut savoir de quoi on parle. Moi, quand je partais à Gao, au Mali, avec une autre association, quand je travaillais comme prof de biologie, évidemment qu'il faut savoir de quoi on parle. On n'improvise pas sa qualification. Mais un jeune sans qualification peut partir aussi et découvrir. Tout le monde a deux mains, s'il est en bonne santé, s'il a la chance d'être en bonne santé, puis aider, et puis à partir de là... Avoir cette envie d'être... Voilà, pour construire. Est-ce qu'à la Rougerie, les jeunes partent, puisqu'on parle des jeunes en l'occurrence, est-ce qu'ils partent plutôt individuellement? Est-ce qu'ils partent en groupe? Est-ce qu'il y a des règles à ce niveau-là? Alors, si c'est un chantier de jeunesse, il y a un groupe qui est constitué. C'est évident. Et plus le temps de l'engagement grandit, plus à ce moment-là, on peut retomber dans un engagement individuel. Un volontaire pour la solidarité internationale qui s'engage pour 2 ans, il est certain, nous on a eu le cas à Thionville, où un volontaire est parti à Gao sur les problèmes d'assainissement et de l'eau, c'était un engagement de 2 ans. Mais alors là, c'est considérable. C'est considérable. Mais c'est un jeune qui est qualifié, qui a fini ses études, et c'est en accord avec le ministère du Travail pour les questions d'assurance sociale et de retraite. Il faut y penser même à 25 ans. Et puis, à ce moment-là, on est plus tout seul, si j'ose dire. Mais sinon, pour partir pour un chantier, c'est collectif, et l'important, c'est le collectif qui doit primer au début. Alain Rougerie, on a quelquefois le sentiment, lorsqu'on parle de coopération internationale, que finalement, pardonnez-moi, la question est peut-être un peu brutale, mais on a parfois le sentiment qu'on invente des choses autour pour ne pas résoudre au cœur. Sacré problème. Résoudre au cœur... Je vois que vous avez immédiatement compris le sens de ma question. Oui. Le cœur... Enfin, la coopération, elle a... entre partenaires d'égalité. C'est pas une main qui donne dans l'autre. C'est 2 mains à égalité qui se serrent et qui essaient d'avancer ensemble. Oui, mais ça, c'est de la théorie. Est-ce que sur la pratique, sur le terrain, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui et non. Et c'est justement le rôle du réseau, c'est de montrer des exemples positifs. Le temps est passé où on collectait des vieux trucs en Europe pour envoyer en Afrique. Ou en Asie, du temps de mes grands-parents collectaient les papiers de chocolat pour les envoyer en Asie du Sud-Est, ou des histoires invraisemblables. Maintenant,
on travaille ensemble, surtout la coopération est la meilleure sur le plan de la formation. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, sur l'avenir, je pense que c'est la pratique qui fait qu'un jeune prend goût à cette coopération. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon, et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher les oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alain Souchon interprétait à sa manière le poème de Jacques Prévert en sortant de l'école, paru sur l'album À cause d'elle, au pluriel, sorti en 2011. À propos d'école, c'est un domaine d'intervention prioritaire pour les acteurs de Multicolore. Mais bien sûr. Ben oui, bon, bien sûr, il sort immédiatement du cœur. Et c'est presque un coup d'œil, un clin d'œil de dire en sortant de l'école, parce que pour sortir de l'école, il faut y rentrer. Bon, c'était pas l'esprit de Prévert quand il a écrit ça. Il voulait au contraire parler de l'enfant qui se libère de l'oppression des murs de la classe. Mais vu maintenant, quand on va à l'école, on connaît les autres choses. On peut rêver d'aller ailleurs. Sinon, avant, le petit paysan analphabète, comment pouvait-il rêver d'aller ailleurs? Il n'y avait pas d'ailleurs, si j'ose dire. Donc, c'est symbolique, ce choix. La scolarisation, mais la plupart des associations travaillent dans ce domaine de l'école. Parce que c'est concret. Si on bâtit un bâtiment, il ne peut pas être détourné, utilisé à autre chose. Ça se voit. C'est toujours le risque. Oui, hein, c'est physique, c'est utile. Ça concerne les enfants, donc c'est une motivation supplémentaire dans l'aide. Et pour les pays qui sont là, qui bénéficient de ces bâtiments, c'est à eux de créer les cadres enseignants qui vont pérenniser cette chose-là. On retrouve là, Alain Rougy, votre discours sur la coopération. Est-ce qu'aujourd'hui, les associations qui font partie du réseau Multicolore, Alain Rougy, est-ce que ces associations interviennent partout dans le monde, ou est-ce qu'il y a des pays ou peut-être même des continents qui sont privilégiés? Oui, alors là où il y a le plus d'interventions, c'est l'Afrique. Pourquoi? C'est un problème de langue historique. Le colonialisme n'est pas toujours, loin de là, une belle histoire, mais ça crée des liens. Et j'ai toujours été frappé en Afrique de voir le non-ressentiment qui peut exister vis-à-vis de l'histoire. Ça, c'est extraordinaire. J'ai toujours été touché par ça. Puis il y a la langue, évidemment. Quand on est français, tous les pays francophones maintenant, c'est plus facile de communiquer.
Il y a des pays asiatiques qui sont aidés. Le Népal, il y a pas mal d'associations qui travaillent au Népal, sur le plan lorrain. Hein. Et puis, il y a des associations en Amérique latine. Pérou notamment, je pense à Ayudart. Voilà, au Pérou. Une mission que nous avons faite ensemble dans Durablement Vôtre. Absolument. Il y a une diversité, mais c'est quand même le gros du bataillon, entre guillemets, j'aime pas ce terme militaire, mais travaille en Afrique parce que c'est plus simple. Chaque association, Alain Rougerie, est libre évidemment de travailler avec le pays avec lequel elle souhaite travailler et sous la forme qu'elle souhaite mettre en œuvre. Il n'y a pas de directive particulière. Non, l'idée c'est de montrer des exemples qui donnent à chaque association envie de mieux travailler de manière avec un but. Et ce but-là, en ce qui concerne l'école, c'est les buts de l'ONU, j'aimerais peut-être qu'on revienne dessus plus tard, c'est favoriser l'égalité filles-garçons, c'est d'une manière durable, et plus les filles iront à l'école, plus elles seront autonomes, plus elles pourront entendre un métier, plus elles pourront maîtriser leur vie. Et puis, vous parliez de l'Afrique à l'instant, Alain Rougerie, on sait aussi le rôle des femmes, précisément en Afrique, en matière de développement. Bien sûr. Parce que les femmes, dans les cas, moi je pense beaucoup au Mali, mais dans les cas de guerre civile, les femmes ont un rôle quelquefois d'intermédiaire, de médiateur. Parce que quand on se trouve dans une famille où il y a des enfants, si j'ose dire, dans un camp et contre l'autre, toutes les guerres civiles, c'est ça, hein, eh bien on sert de médiateur pour dire, écoutez, soyez raisonnables, parlez-vous, et voilà. Donc les femmes ont ce rôle-là de gestion familiale très important. Et si une femme a un métier, elle est indépendante économiquement. Et à partir de là, elle peut éduquer le mari. Décidément, les choses sont universelles. Alain Rougerie, on parlait de l'école et vous aviez cette réponse spontanée. Évidemment, l'école, est-ce que les demandes, est-ce que les associations membres du réseau multicolore, lorsqu'elles interviennent ailleurs dans le monde, et on va parler par exemple de l'Afrique, est-ce que ce sont des demandes qui émanent du terrain, des habitants, ou est-ce que ce sont des propositions qui proviennent plutôt des associations, toujours, par exemple en matière d'école? Toujours. Ça doit venir des partenaires. C'est eux qui connaissent leurs besoins, qui doivent les exprimer. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. On n'arrive pas dans un coin et dire « Oh, que ce coin est beau, j'ai envie de construire une école ». Non, 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 non. Hein? Donc ça, c'est très important. Toujours répondre à la demande des partenaires qui sont à égalité avec nous. Est-ce que vous pourrez imaginer, pour aller plus loin, Alain Rougerie, que vous êtes, je le rappelle, vice-président de Multicolore, le réseau multi-acteurs de la coopération internationale et de la solidarité. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Multicolore, en accord bien sûr avec l'ensemble de ses membres, décide attention, gros mot, décide d'une stratégie d'intervention? Il n'y a pas de stratégie, il y a des conseils. Et ça, la coopération décentralisée, elle insiste là-dessus. C'est trouver le partenaire, avoir confiance en lui, créer ses liens, entretenir ses liens. Et c'est dépasser l'école. Maintenant, nous, on a l'exemple, par exemple, d'une université numérique, un campus numérique qui a été créé à Gao. Et pourtant, le Nord Mali qui est coupé du reste, grâce à notre aide matérielle. Mais ce sont les collègues maliens, l'université malienne, qui forment et qui jugent du travail des étudiants. L'éducation et la formation sont les clés de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Alain Rougerie, vous venez de le dire. Et là aussi, comme en témoigne, par exemple, la Sénégalaise Soda Diak, chargée d'investissement dans un cabinet de conseil panafricain. L'intégration en France s'est faite très facilement, je dirais. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais le départ, mais finalement, ça s'est très bien passé. Alors, le retour au pays, oui. Dès le départ, je savais que j'allais rentrer après mes études. Je suis quand même restée un peu après le master pour enrichir, disons, mon expérience professionnelle. La plateforme France Alumni est super intéressante dans la mesure où elle permet de regrouper les anciens étudiants internationaux en fonction de leur parcours académique ou professionnel et même en fonction de leur centre d'intérêt. Donc, étant moi-même un peu produit de l'enseignement supérieur français, j'encourage fortement les nouveaux bacheliers à se rapprocher de Campus France afin de tenter l'expérience qui a été très bénéfique pour moi. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Pour impressionnant qu'il soit, Alain Rougerie, le parcours de cette jeune Sénégalaise ne constitue pas la norme. C'était une vidéo réalisée par France Alumni Sénégal, une association d'anciens élèves. Oui, mais elle est très intéressante parce que c'est l'exemple
qui montre qu'ils ne sont pas seulement allés dans un pays pour l'aider, mais que la France a un rôle à jouer vis-à-vis d'étudiants étrangers qui ont fait leurs études là-bas jusqu'au bac, de venir en France se former dans un domaine particulier en liaison avec leur pays d'origine. Ça, c'est très beau comme exemple et on devrait accueillir encore plus d'étudiants étrangers dans ce but-là. Nous, on a essayé, par exemple, en Lorraine et sur Thionville, à Gao, une formation en IUT, c'était 9. Jamais, si les étudiants viennent pour des études à niveau trop haut, ils risquent de ne pas rentrer parce que après, comment je vais exercer? Tandis qu'au niveau IUT, 5 ont été formés, pour l'instant on fait une pause, 2 sont rentrés. C'est pas simple de se réinsérer au pays, de trouver du travail dans des pays qui ont eux-mêmes des difficultés. Est-ce que les jeunes qui viennent en formation en France, vous citez l'exemple de Thionville, Alain Rougerie, est-ce que ces jeunes ont l'intention ensuite, est-ce que ça fait partie de leur projet? C'est d'ailleurs le propos de cette Sénégalaise qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'ils ont l'intention de retourner dans leur pays et de s'investir dans le développement de leur pays? Au départ, oui, et je le pense encore, puisqu'il y en a qui rentrent, il y en a qui ont des difficultés pour rentrer. Le problème, c'est que plus on reste longtemps à l'étranger, plus on risque de trouver des raisons de ne pas rentrer ou de faire le va-et-vient entre les deux pays. Donc, comment être utile? L'idée, c'est d'avoir un projet professionnel court, en liaison avec le pays, mais venant du Nord pendant l'occupation par ces bandits qui se prétendent djihadistes, etc., personne ne pouvait retourner. Donc les jeunes ont un peu coupé les liens. Heureusement, il y avait quand même le téléphone. Hein. Mais l'objectif, il est là, d'avoir un projet professionnel de retour et que l'État qui envoie ses étudiants, s'il n'y avait qu'un contrat, c'est le cas du Sénégal, c'est pas le cas du Mali encore, c'est de dire, il y a au moins un engagement de 2 ans de revenir travailler au pays, et puis dans 2 ans, la vie fait que vous ferez ce que vous voulez. Ça, c'est voilà l'espoir et cette réalité. Alain Rougerie, vice-président de Multicolore, est-ce qu'on n'a pas parfois le sentiment, là aussi une question peut-être un peu directe et brutale, finalement de poser des emplâtres sur des jambes de bois? Je veux dire par là que, je reviens à ma question précédente, on a tous connu la politique et France-Afrique, je prends l'exemple du Niger, 2e producteur mondial d'uranium et pourtant le pays le plus pauvre. Est-ce que Multicolore n'a pas parfois le sentiment de servir un peu d'alibi à finalement une stratégie qui consiste plutôt à priver les habitants, on va dire, si on parle de l'Afrique, les Africains de leurs ressources propres, finalement en les laissant dans une certaine misère, et puis en confiant un peu les sparadraps à des structures qui font probablement le travail avec beaucoup de sincérité, un peu comme Multicolore, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est une grande question, c'est la question économique et des rapports économiques. L'ONU a adopté des principes. Alors, une association elle-même n'a pas d'influence directe sur ces liens économiques. Par contre, une association apporte un point de vue qui peut renforcer les Maliens. Je vois par exemple le combat des paysans maliens contre les OGM. Ils le font aussi parce qu'ils savent que dans les pays voisins ou dans les pays européens partenaires, il y a aussi de forts questionnements sur ces questions d'environnement. L'exploitation de l'uranium, le Mali avait renoncé et a encore renoncé à exploiter l'uranium présent vers le coin du Sénégal, parce que l'exploitation de l'or est une expérience catastrophique au niveau écologique, et ça rapporte très peu à l'État malien. L'État malien touche pour l'or exporté le 5e du budget de la Moselle, c'est-à-dire 200 millions d'euros de royalties officielles. En même temps, Alain Rougerie, vous n'avez évidemment pas le droit de pratiquer une ingérence politique dans les pays. En même temps, lorsque vous éduquez les Maliens à l'agriculture non OGM, la limite est difficile à définir. Alors, je ne serais pas d'accord avec le terme éduquer les Maliens. Eux-mêmes ont cette pratique. Ils savent trouver la plante qui résiste le mieux au manque d'eau, qui ceci, qui cela. Des implantations venues de l'extérieur, par exemple, planter des eucalyptus, ça serait efficace pour faire du bois. Mais alors, l'eucalyptus, c'est vraiment un tuyau à eau pour faire évaporer l'eau. Alors, en bordure du Niger, il coule, mais le Niger baisse quand même depuis 50 ans, etc. C'est pas une question d'éducation, c'est une question de soutien moral. Et
et de se dire on n'est pas tout seul à se battre dans notre pays, que ce soit au Mali ou que ce soit ailleurs. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, que les problèmes économiques, c'est aux Maliens et à nous avoir une influence citoyenne ici pour que nos pays exploitent le moins possible les pays et les autres. Ça, c'est évident. C'est un peu ce que je m'attendais à entendre, Alain Rougerie. En l'an 2000, les Nations Unies ont défini les 8 priorités du millénaire et elles voulaient que les défis soient relevés en 2015. En 2015, ils ont fait le bilan de ce qui avait été fait et ils ont défini les objectifs du développement durable qui sont au nombre de 17, dans lesquels on retrouve l'éducation, la santé, le climat, la pauvreté, les problèmes de différence entre les hommes et les femmes, les problèmes de biodiversité, etc. Ces problèmes sont évidemment majeurs et c'est les problèmes de tous. La question, c'est comment est-ce que chacun peut s'emparer de ces défis qui sont à la fois des défis globaux mais qui ont tous une réalité locale. Et donc une manière de faire ça, c'est d'inviter les étudiants, les jeunes et tous les acteurs du monde de l'enseignement et de la recherche à s'emparer de ces sujets et à permettre aux jeunes de comprendre la complexité de ces enjeux, de comprendre les débuts de solutions qui peuvent exister à un endroit ou à un autre et de contribuer à essayer de les implémenter. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Développé par le Centre de recherche interdisciplinaire Les Saventuriers, l'école de la recherche, c'est un programme éducatif dont l'objectif est de s'inspirer des méthodes et de l'éthique de la recherche comme paradigme des apprentissages en adoptant une démarche d'investigation mettant les élèves du primaire, du collège et du lycée en situation de recherche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la page de présentation de la chaîne YouTube des Saventuriers. Et dans cette vidéo de janvier 2017, c'était le biologiste François Tadei à propos des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies à la Rougerie. Oui, 17 objectifs qui doivent compléter, poursuivre l'action menée par les objectifs précédents qui étaient essentiellement lutter contre la pauvreté. Dans ces 17 objectifs, il y a le facteur nouveau, c'est que l'ONU a adopté le principe que c'est valable pour tout le monde, nord comme sud, est comme ouest. Personne ne dit « moi je peux m'extraire de ça ». Et ces objectifs, il y a 5 grands groupes, c'est lutter contre la pauvreté. Alors c'est à la fois économique, c'est évident, c'est lutter pour la santé, c'est lutter pour la démocratie. Gros problème, comment un pays développé qui lui-même n'est pas démocratique doit aider les autres à leur dire « dites, soyez plus démocrates. Hein ». Vous pensez à quel pays en particulier ? Plein, moi, je sais pas. Je sais pas. C'est lutter contre la pauvreté, diminuer les différences entre riches et pauvres. Alors, il y a plein de pays, sans nommer personne, où il y a beaucoup de pétrole, où les différences sont gigantesques. Dans d'autres pays, j'oublie pas les différences non plus, même si on n'a pas de pétrole. C'est donc tous ces domaines-là qui doivent être apportés de manière homogène pour un développement durable. L'ONU dit on ne peut plus exploiter la planète si on n'a pas en vue le développement durable. Et le développement durable, c'est assurer la vie et non seulement la survie, mais la vie des citoyens qui sont sur cette terre. En même temps, quand on écoute l'actualité, à la Rougerie, on a quand même le sentiment que ce sont des vœux pieux, de belles déclarations sur le terrain, encore une fois. C'est très lent, mais le fait de dire que unanimement, tout le monde dit faut faire disparaître la faim, faut faire disparaître la pauvreté, il faut développer la santé et le bien-être, une éducation d'égalité et égalité des femmes et des hommes, c'est un soutien pour tous ceux qui progressent. Alors le pays le plus connu où c'est très difficile, l'Arabie Saoudite, j'y suis jamais allé, mais j'imagine, y compris pour les quelques citoyennes qui veulent dire il faut avancer, c'est un soutien, dire c'est pas moi, c'est l'ONU. Donc c'est vrai que c'est des beaux principes, des fois on peut en douter, mais c'est un appui pour poser des exigences. Est-ce que justement, à la Rougerie, est-ce que la société civile française, par exemple, peut peser dans la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable des Nations Unies? Je m'explique. Est-ce que aujourd'hui, les associations qui sont membres du réseau multicolore, vous en êtes le vice-président, je le rappelle, bénéficient d'une base de bénévoles, pas forcément engagés, mais au moins en termes de soutien, de cotisants? Est-ce qu'il y a un véritable réseau associatif aujourd'hui en Lorraine? Oui, il existe. Alors, le développement durable, c'est quand il y a une école qui est construite, il faut construire des latrines. Parce que si on fait un puits pour avoir de l'eau, dès qu'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau propre, il n'y a jamais d'eau usée.
C'est terrible à dire parce que les gens meurent de soif. Mais dès qu'on fait un projet de puits, l'agence de l'eau dit attention, prévoyez bien le problème du nettoyage des eaux usées, la collecte, etc. Ça, c'est très important pour ce qui est fait doit être toujours conçu comme une optique de développement durable. Quand on fait des cellules photoélectriques dans un village, il faut toujours penser, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après de la batterie? Qu'est-ce qui va arriver de la batterie? Et puis des cellules elles-mêmes, mais ça c'est pour dans plus loin. Hein. Mais je repose ma question autrement. Est-ce que vous pensez que le monde va changer par le haut, c'est-à-dire précisément, puisqu'on parle des objectifs du développement durable des Nations Unies, par les instances internationales ou par la base, à savoir l'opinion publique? J'aurais tendance à répondre oui, les deux. Parce que les décisions officielles, même si elles sont des fois un peu hypocrites, si elles ont été prises, c'est qu'en bas, ça pousse et que ça renforce la lutte du bas pour dire c'est ça qu'il faut atteindre. Ça, là-dessus, je pense, donc je reste quand même optimiste pour un développement des partenariats à égalité entre le sud et le nord, l'est et l'ouest. Et alors précisément, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, la Rougerie. Est-ce que les associations membres du réseau multicolore ont une base associative suffisante, ou est-ce que, eh bien, il faut que davantage de monde vous connaisse et vous soutienne? Les deux aussi, c'est-à-dire que oui, pour le travail qui est fait, c'est suffisant, mais les besoins sont tels qu'il faut encore se développer et persuader des citoyens d'adhérer à cette idée de solidarité internationale. Et qu'il n'y a pas d'opposition entre la solidarité dans notre pays et la solidarité internationale. C'est toujours la solidarité, les solidarités. Et puis, l'avenir, bien sûr, c'est la jeunesse. Ces regards, je les vois aussi, tout comme toi, moi ça m'agace. Agissant pour être efficace, jusqu'ici faut bien l'avouer. Beaucoup ont tenté d'enfoncer les préjugés les plus tenaces. Je compte sur vous pour que ça le fasse. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi. La jeunesse rendant les citoyens du monde, portant la terre à bout de bras. Quel rôle de guerre ça nous fera. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi. La jeunesse rendant les citoyens du monde, portant la terre à bout de bras. Quel rôle de guerre ça nous fera. Ce sera dur de faire un monde sans ordures. Normal que tu te poses des questions, que ça te mette en ébullition. Mettez-vous aux affaires les mômes, rendez ce monde polychrome, du noir, du jaune avec du blanc, en harmonie pour très longtemps. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi. La jeunesse rendant les citoyens du monde, portant la terre à bout de bras. Quel rôle de guerre ça nous fera. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi. La jeunesse rendant les citoyens du monde, portant la terre à bout de bras. Quel rôle de guerre ça nous fera. Pas question de subir comme toi, on lève le poing, on garde la foi.
ça fait parler le tonnerre, ta voix va fracasser le verre. Laisse la folie t'emparer, ta vie va se coloriser. Mais garde à vue tes utopies, dans le noir et blanc de la vie. À toi de prendre le relais, à toi jeunesse du monde entier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. La jeunesse gronde parle des jeunes de l'école de Castétarbes en duo avec les Landas en première partie des Ogres de Barbac. C'était en live à la Moutette d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques le 9 avril 2011. Pourquoi le choix de ce titre, Alain Rougerie ? Parce que ça exprime bien cette jeunesse qui dit c'est pas possible, il faut qu'il y ait autre chose. Maintenant, ce désir de monde nouveau, de relations d'amitié, il est très confus, il est très... on l'a évoqué au début, sur le volontarisme, on démarrait là-dessus, les jeunes veulent quelque chose. Après, c'est à nous de faire des efforts pour... Alors, vous-même, Alain Rougerie, vous êtes tout jeune, hein, vous êtes à la retraite. Dans la retraite de quoi, précisément ? La retraite de ma vie professionnelle, même si je suis toujours lié. Qui consistait en quoi ? J'étais prof de biologie, donc sciences de vie et de la terre pour les plus jeunes. Et à partir de là, il se trouve que je suis parti dans ma vie personnelle, je suis parti à l'étranger, après mes études en France, après ma licence en France. Pour faire du volontourisme ? Non, pas pour faire du volontourisme, c'était vraiment des questions personnelles. Et finalement, là-bas, je me suis marié, j'ai eu des enfants et nous sommes revenus. Donc... ça, c'est la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours une décision de principe, on est sur place. Et là-bas, j'ai découvert, j'étais à l'université de Leipzig, avant les années 80, beaucoup la vie estudiantine avec les étudiants étrangers. C'est à la fois formidable, il y a plein de contradictions, il y a des conflits, parce que c'est pas simple de vivre ensemble, mais c'est une belle découverte. Et là, j'ai connu notamment des étudiants maliens, avec qui j'ai renoué sur plus tard, et qui travaille au Mali, on a un professeur... Est-ce que vous y pensiez au moment de vos études ? Est-ce que vous aviez envisagé cette dimension internationale ? Non, c'est pour ça, la vie, elle montre que... c'est ce qu'on vit qui fait qu'on évolue. Laissons-nous nous surprendre. Même si j'étais très engagé dans la vie associative étudiante, etc. Mais cet aspect-là, je l'ai découvert plus tard, bien sûr. Alors, vous êtes aujourd'hui à la retraite, vous venez de le dire, Alain Rougerie. Est-ce que vous avez précisément été en contact avec les jeunes, est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que vous avez pu noter une évolution ? Parce qu'on sait bien que l'enseignant, lui, reste dans sa même classe et puis voit passer comme ça des générations. Est-ce qu'il y a une évolution dans ce ressenti à l'égard précisément de la coopération internationale chez les jeunes ? Je fais pas directement partie d'eux, mais ceux que je connais comme étudiants qui sont partis rien qu'en Europe ou en Amérique, dans le cadre des projets européens, ils reviennent quand même assez satisfaits et heureux d'avoir découvert, que ce soit la Norvège, que ce soit n'importe quel pays. Moi, dans ma famille, je le vois. Oui, je pense que c'est quelque chose qui se développe. J'allais penser en allemand presque pour dire... mais cet automatisme, c'est tellement évident que partir à l'étranger, ça fait partie de quelque chose de normal. Comment se fait-il, Alain Rougerie, qu'il y ait des concitoyens qui, comme vous, sont conscients de la nécessité, et tous les adhérents des associations qui sont membres du réseau multicolore, soient comme ça préoccupés par le devenir du monde, du développement international, de la coopération, de la solidarité, et puis d'autres qui, eux, votent Front National. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas cette contradiction entre solidarité extérieure et intérieure. Que nos problèmes à nous, si on ne les résout pas, ça n'aide absolument pas les autres à régler leurs propres problèmes. Au contraire. C'est-à-dire développer. C'est-à-dire que tous nos problèmes d'inégalité en France, si on ne les résout pas en France, effectivement, c'est plus difficile de dire aux autres « Écoutez, c'est pas normal, vous avez des gens très riches, vous avez des gens très pauvres. » La réponse, elle est, comme partout, les pauvres, les riches donnent un peu aux pauvres, c'est la charité, quoi. En même temps, Marx disait que les frontières ne sont pas entre les peuples, mais entre les catégories sociales, ou entre les couches sociales. C'est très compliqué, parce que les nations se constituant, il y a quand même ce sentiment de nations, donc de frontières, même si elles sont très perméables. En Afrique de l'Ouest, elles sont très perméables. N'importe quel étudiant d'un pays peut aller dans l'autre, étudier, etc. Mais c'est un problème de ressenti. Je pense que quand quelqu'un est parti, pas seulement partir en voyage, aller se bronzer sur les plages de Tunisie... C'est pas faire du tourisme, c'est faire du voyage. Voir des gens un peu, ils reviennent un peu transformés. Quand on revient, ma première réaction, c'est « on n'a pas à se plaindre ici ».
Mais on n'a pas à se plaindre, certes, mais il faut les aider en résolvant nos problèmes à nous aussi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Alain Rougerie, vice-président de Multicolore, le réseau multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine. C'est le moment de votre choix. On écoute. Il y a des gens qui sont autoritaires, qui regardent M. Trump comme un homme autoritaire, qui n'accepte pas des conseils, qui n'écoute pas des autres experts. Et maintenant, la politique d'Obama, c'est d'être très dur avec les gens comme le président de Burundi, avec M. Kabila. Donc, ces gens maintenant ont un espoir que la politique de Trump sera moins dure, ou plutôt que les Américains vont perdre un intérêt sur les affaires africaines. Le propos d'Herman Cohen, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines de George Bush, père de 1989 à 1993, dans une interview sur RFI en novembre 2016, pour illustrer votre coup de gueule à la Rougerie. Oui, parce qu'il disait déjà par avance de ce qui a été les dernières décisions du président américain, de Trump, de supprimer tous les crédits aux associations qui, dans le cadre d'une planification familiale, ne condamnaient pas l'IVG. Toutes les associations américaines sont consacrées, et pour ce qui concerne le Mali, je connais les chiffres, l'USAID, qui était vraiment la coopération américaine, assurait plus de 80% des crédits d'éducation à la planification familiale. Alors bien sûr, s'ils ne donnent plus d'argent à cause de ces limitations, c'est aux autres pays, dont nous, à prendre la relève. Et ces problèmes de maîtrise volontaire de la natalité, ça inclut pas seulement le problème de l'IVG, parce que l'IVG n'est vraiment qu'un triste pis-aller, c'est les problèmes de la prévention, des moyens de contraception. Là, il y a tout un côté économique, ça coûte cher, et un côté d'éducation. Et l'école, elle contribue à ça. Précisément, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, Alain Rougerie, on le voit aussi avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, issu de la COP21, en décembre 2015 à Paris, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas malgré tout un signal fort pour un désengagement de la première puissance mondiale sur ces questions de solidarité? Est-ce que finalement, ça ne va pas à l'encontre de tout le propos que vous avez tenu depuis le début de cet entretien? Si, et ça choque beaucoup, je pense, d'Américains. Et c'est à courte vue, parce que c'est... le fait de supprimer des aides à toutes ces associations pour la planification familiale, ça concerne aussi l'aide de lutte contre le sida, parce que les choses sont liées entre la vie sexuelle des femmes et des hommes. Les épidémies, le sida a fait des ravages épouvantables. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits dans l'éducation. J'ai assisté à le Haut Comité de lutte contre le sida, des conférences auprès des étudiants, etc. Il y a vraiment un énorme travail qui est fait. Les filles sont beaucoup plus réceptives à ce genre, les garçons moins. Mais il y a vraiment un énorme effort d'éducation. Mais pour ça, il faut certains moyens. Et ces moyens, si le pays ne peut pas les aborder, il faut qu'on aide là-dessus. Mais ce n'est pas directement une petite association qui peut faire ce travail-là. C'est beaucoup plus général. Alors, précisément, là aussi, même question. Comment expliquez-vous? Alors, je ne vous demande pas une analyse politique de la situation, mais on aurait pu croire que les années aidant, on va précisément vers plus de coopération. Or là, le discours de Trump aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Oui, c'est pas une coopération entre scientifiques, elle n'est pas remise en cause. C'est une coopération... Il faut des moyens financiers pour coopérer. Et sur le plan de sida, il y a 6 dernières séances à venir du mois de juin, on ne peut pas trouver plus récent, parle de ça. Il y a des spécialistes qui ont démissionné aux États-Unis en disant « le président, ça ne l'intéresse pas, les problèmes du sida ». Et la moitié des malades aux États-Unis n'ont pas accès à des traitements. C'est ahurissant. Alors, qu'est-ce que ça va être ailleurs? Justement, comment est-ce que vous, en tant que vice-président de Multicolore, Alain Rougerie, vous gardez cette énergie que l'on entend dans votre voix, cet engagement? Comment voyez-vous le monde dans les années à venir? Il faut être optimiste, il faut se battre pour être optimiste. Condamner à l'optimisme. Et c'est pour ça que notre réseau Multicolore va changer de nom le 5 juillet, en s'appelant GESCOT, Grand Est.
Ah, c'est dommage, parce que c'était joli, multicolore. C'était très joli, symboliquement très beau. Mot valise, hein, absolument. Coopération et Lorraine, bien sûr. Ça va être plus sérieux maintenant, ça va être Grand Est. Gescode C comme coopération, solidarité. Non, solidarité, coopération, développement. Bon, on voit que l'acronyme a encore un peu de mal à... Oui, voilà, c'est plus technique sur le contenu. Mais j'espère que l'esprit humain... Non, je suis certain même que l'esprit humain ne va pas disparaître, cette volonté de communiquer, d'échanger. En même temps, est-ce que la coopération, là, pour le coup, Grand Est, dont beaucoup contestent la légitimité, encore aujourd'hui, on sait dans quelles conditions... cette fusion a été imposée au peuple. Est-ce que ça va vraiment vous simplifier les choses, Alain Rougerie ? Sur le plan géographique, non, parce que c'est plus grand que la Lorraine, quand il faut faire des réunions. Plus grand que la Belgique. Mais d'un côté, efficacité, peut-être, parce que les Alsaciens ont beaucoup plus d'expérience sur la gestion des collectivités locales dans la coopération internationale, nous peut-être plus sur les associations, et la Champagne-Ardenne avait des expériences mixtes, si j'ose dire. Donc on pense qu'en se mettant tous ensemble, on sera plus efficace dans l'échange d'expériences, l'animation de la coopération. Donc, je suis optimiste, mais pour faire des réunions, certains, quand il y a 400 km entre deux partenaires, c'est assez compliqué. Mais vous avez l'habitude des voyages. Oui, puis peut-être qu'on développera les techniques comme au Mali, l'université numérique, pour dire, il faudra travailler par Skype et autres moyens technologiques. Merci Alain Rougerie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-présidents de Multicolore, le réseau multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine. Pour en savoir plus, trouvez une association membre du réseau. Pour adhérer ou s'impliquer ou aider par un don, rendez-vous sur www.multicolore.org. Vous pouvez écouter ou réécouter cet entretien sur le site de l'émission durablementvôtre.fr.